Je suis persuadé que François Hollande, il était posé chez Samuel Etienne juste avant leur live sur Twitch. Il a voulu grailler quelque chose ou commander des croissants parce qu'il savait qu'il allait passer voir son plan Love juste après et qu'il aime pas arriver les mains vides. Il a posé ses doigts sur le clavier, il y avait HBO Max d'ouvert et paf, il a leaké la Snyder Cut, mais il l'a fait à la place de Tom et Jerry. Comme à son habitude, il a tout cassé et en plus il a déçu beaucoup d'enfants qui n'ont pas compris pourquoi Jerry était devenu une chauve-souris et Tom un gros cactus gris métallisé qui fait la gueule. Ah bah la semaine dernière j'ouvrais sur un président de droite, là j'ouvre sur un président de l'autre droite, promis, si un jour il y a un président de gauche à la tête de la France, je ferai des vannes sur lui aussi. Moi vous savez, je respecte la parité. Bon, j'ai eu la chance et le plaisir de passer sur Énergie pour parler comics et super-héros, même si c'était aussi rapide qu'un sprint de Flash qui a pris 3 rails de coq, mais bon, j'ai au moins pu caser ça. On a Cédric aussi de Marseille, là de retour sur Énergie, ça va Cédric? Salut à vous. Salut Romano, salut les foules. Salut, bienvenue sur Énergie. Ah, il est con. Ah ouais, t'as un gamin, Cédric. T'as un enfant, Cédric. Spratt, il a phasé, il a dit bah il se passe quoi là? C'est pas cool. C'est la première fois que je le fais. C'est très drôle. Puis j'ai quand même pu parler de la série animée Batman, et il y a notre vaillant Comics Party qui a pu représenter avec brio notre passion commune, donc tout va bien, tout va encore mieux même puisque demain c'est la reprise des comi-joueurs sur la chaîne en live, vers 20h. On jouera en direct à un jeu de société, cette fois c'est Dice Throne que j'ai le plaisir de traduire pour Lucky Duck Games en version française. C'est un jeu de baston, de dés et de cartes, il faut réduire la santé de l'adversaire à 0, il n'y a pas de Martha qui soit, je jouerai le paladin et donc on aura des défis, le perdant aura des défis, on va voir si mes amis arrivent à me faire tomber, il y aura 3 joueurs, il y aura Maxime le forgeron légendaire, nous sommes des héros, Justine qui est notre copine et puis il y aura Alexandre Sauzet, notre invité d'honneur qui est graphiste, qui est podcasteur, qui fait plein de choses et Maury Toms évidemment à la technique, qui est chaud brûlant, la pyromancienne c'est lui. On aura l'œil sur le chat, on vous attend nombreux demain 20h en live, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 287e JT Comics. À ce qu'il paraît, ils ont planqué un clitoris géant à côté de la tour Eiffel. Alors peut-être qu'il est derrière l'oiseau géant avec des grosses couilles parce que moi je vois rien. Donc en attendant, passons tout de suite aux news de la semaine. Plus puni. Vous le savez, Marvel nous prépare un nouveau Heroes Reborn par Jason Aaron et Ed McGuinness, mais on nous promet que ça n'a rien à voir avec celui qu'on nous a déjà fait il y a quelques années. Là, le principe, c'est que les Vengeurs n'ont jamais existé. Ils sont remplacés par le pastiche de la Justice League créé pour Marvel, que constitue donc l'Escadron Suprême. Si vous pensiez qu'il y avait que dans le porno que ça pompait, eh bien non. Sachez que dans les comics aussi, Marvel et DC ont toujours bien aimé se déguiser en plombier et aller voir ce que l'un et l'autre avaient dans les tuyaux. Là, ils poussent le délire un petit peu plus loin en transformant Gwen Stacy en Nightbird, un personnage qui ressemble clairement à Batgirl et qui va devoir se battre contre le chacal, évidemment. Et alors si vous voulez du pompage, on peut aller encore un petit peu plus loin, puisque quelques heures après que DC ait annoncé son Infinite Frontier, dont nous parlions la semaine dernière, et bien Marvel riposte avec son Infinite Destinies, mais c'est la reprogrammation d'une série de one-shot qui était destinée à être publiée l'été dernier, et à ramener sur le devant de la scène de Marvel Comics les pierres de l'infini. Donc je crois qu'on pourrait tout simplement se demander s'il n'y a pas un vrai problème de manque d'originalité dans les comics, un petit peu comme dans les titres des films porno, on y revient toujours, et là, celui qui se fait enfiler, c'est le gant de l'infini par l'achat de noir. De toute façon, on sait que c'est aussi facile de porter ce putain de gant que de tomber sur un repris de justice quand on allume la télé en première partie de soirée sur une chaîne d'infos. Mjolnir aussi se fait soulever par quelqu'un d'autre, se fait même pimper, mais ça fait longtemps qu'on sait que Marvel Comics, c'est pas vraiment l'EDA. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est peut-être le retour de quelqu'un que l'on pensait avoir été écarté par Marvel, pour cause de récupération par l'extrême droite américaine. Le Punisher, Frankie, Frank Castle revient. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est au sein d'une équipe et dans un univers alternatif, celui de Heroes Reborn, et il semblerait cependant qu'on lui a enlevé son symbole, le symbole de la discorde, le crâne, alors qu'il a encore ses 2 gros guns dans les mains, ne vous inquiétez pas, et s'il avait appris à tirer avec les orteils, il aurait 2 Magnum 44 au pied, un 46 peut-être, notre pointure des anti-héros de chez Marvel n'a pas droit d'ailleurs à sa feuille de concept art, alors que même Murder Hornet y a droit. Le frelon meurtrier est une héroïne ou une anti-héroïne plutôt, que Jim Steranko ou Donald Trump auraient appelé frelon asiatique par pur réflexe. J'espère vraiment que c'est le signe que Marvel ne va pas abandonner ce personnage et qu'ils prendront au contraire le problème à bras le corps dans une toute nouvelle série par quelqu'un de talentueux. En attendant, je vous conseille d'aller lire ou relire le Punisher Max de Garcenis et de tout plein d'artistes parce que c'est quand même ce qu'on a fait de mieux sur le personnage.
Tom et Jerry. Attention, je ne spoilerai absolument rien de la Snyder Cut pour ceux qui voudraient rester vierges jusqu'au Uber Eats, pour qu'ils puissent en profiter dans les meilleures conditions. Donc je ne parlerai pas des leaks récents ou même des toutes dernières bandes annonces, mais si on m'avait dit il y a quelques mois que quand une grand-mère voudrait lancer Tom et Jerry pour ses petits-enfants, elle tomberait sur Batman qui met des patates de forain à des paradémons, un petit peu comme à la grande époque où quand on téléchargeait Le Monde de Nemo sur Emule, on tombait sur des anguilles que Pixar n'a jamais modélisées dans ses films, ben alors là, j'aurais pas cru. À la place, on va parler d'une expo organisée par Zack Snyder pour présenter sa vision de l'univers DC au-delà de sa première Justice League, de sa Snyder Cut. Il y aurait eu assez de matos pour faire 2 films, 2 parties pour Justice League 2. Et les storyboards sont faits par Jim Lee en plus, donc ça vient concilier à merveille le monde des comics sans lequel le monde des adaptations ciné n'existerait. La première partie aurait été plus intimiste avec le développement des arcs narratifs des héros de la Justice League et la création de la Ligue d'Injustice, qu'on voit débuté par Lex Luthor dans la scène post-générique de la Justice League, et donc il aurait ramené tous les antagonistes des films solo, donc le Docteur Meru de Wonder Woman, Captain Cold de Flash, Black Manta et Orm d'Aquaman, et puis le Riddler qui devait être à la base l'antagoniste principal du Batman de Ben Affleck, et puis pour ce qui est des héros, eh bien on aurait vu Clark Kent revenir à la vie et puis réapprendre à devenir un humain, fonder une famille avec Lois qui avait un petit peu fait des écarts avec Bruce Wayne pendant qu'il était mort, on va le voir. Et puis on aurait vu aussi Cyborg qui se perfectionne en mode PC gamer ultime à tel point qu'Henry Cavill aurait eu envie de jouer avec. Flash qui apprend aussi à être en mode ultra instinct, et donc à maîtriser et le voyage temporel et à être à 2 endroits à la fois en maîtrisant la force véloce. En parallèle, il s'occupera aussi d'innocenter son père et de régler quelques affaires familiales. Famille aussi pour Wonder Woman qui va, en utilisant le lasso de vérité sur elle, se forcer à se rappeler d'où est son île natale, et donc elle va revenir chez les siennes. Et puis vous aurez Arthur Curry, Aquaman, qui va réunir les 7 mers et devenir vraiment le vrai souverain, avec Mera aussi. Puis en parallèle, on sent que l'invasion totale de la Terre par Darkseid se prépare. On a la grande révélation de la fin de la première partie, c'est que Lex Luthor travaille avec Darkseid depuis le début. L'homme mystère va devoir par exemple résoudre l'équation d'Antivy, ça je trouve ça assez marrant, et donc Darkseid vient et tue Lois sous les yeux de Batman, qui avait flirté avec elle pendant que Superman était mort. Elle avait quitté parce que Superman était revenu. Clark savait qu'elle était enceinte, Bruce aussi, mais elle lui a dit que ce n'était pas le père à Bruce, et donc elle est morte. Fou de rage, Superman est corrompu par Darkseid, paf, fondu au noir, et ça réouvre sur la Terre 5 ans plus tard, qui est complètement conquise par Darkseid. Fin de la partie 1, début de la partie 2, c'est un vaisseau de Green Lantern qui s'échoue sur Terre, il vient un petit peu chercher ses collègues. Il est secouru par Batman, qui a été rejoint par Deathstroke. Donc là, ils sont tous réunis sous les ruines du manoir Wayne. Ils essayent de comprendre comment fonctionne le voyage temporel. Flash sait qu'il n'aura que quelques secondes sur le tapis de course pour aller parler à Bruce Wayne du passé. Et donc, il faut se mettre d'accord sur quelque chose à lui dire qui sera marquant. Et donc, ils se mettent d'accord sur un truc genre il faut que tu stoppes Lex. Si tu stoppes Lex, Darkseid ne viendra pas. Bruce Wayne, il n'est pas convaincu que ça soit assez impactant. Il prend Flash dans un coin. Il lui chuchote dans l'oreille quelque chose qui le marquera un petit peu plus, qui fonctionnera. On n'entend pas quoi. Moi, je mise sur un Alfred chie derrière l'ordinateur de la Batcave et il te fait croire que c'est des chauves-souris depuis le début. On voit que Flash est interloqué, mais il n'a pas le temps de réfléchir. Il doit y aller, puisque Superman maléfique corrompu débarque et extermine la Justice League dans un accès de violence jamais vu. Il y a Green Lantern qui se fait arracher un bras comme s'il devait acheter une statue Sideshow. Enfin, il y a plein de délires comme ça. Flash échappe à ça, un poil de pubis, et paf, il tombe pendant Justice League 2, la première partie, quand Lois vient de s'embrouiller avec Bruce en lui disant que l'enfant n'est pas de lui. Et donc ce qu'il dit à Bruce, c'est « Lois t'a menti, l'enfant est de toi ». Et là, paf, ça déclenche tout dans Bruce. Au lieu de regarder Lois mourir, tuée par Darkseid, il se jette en plein milieu du rayon Oméga. Ça, c'est mon Batman, en gros. Ah bon, c'est pas mon gosse? Eh ben tiens, crève, c'est mon gosse. Bon, ben là, il est un petit peu impliqué. Et puis là, ça part en mode Seigneur des Anneaux, pour Frodon, épique. Tout le monde s'unit contre Darkseid pour le repousser. Donc vous avez les Terriens, le monde de la surface. Vous avez les 7 mers qui débarquent. Vous avez les Amazones qui sont là aussi. Et puis les Lantern Corps qui arrivent en plein milieu du combat également. La reine Hippolyte meurt en voulant sauver sa fille Diana. Vous avez Cyborg qui pirate une Motherbox comme si c'était les serveurs de CD Projekt. Et puis vous avez Flash qui a maîtrisé l'Ultra Instinct et parvient à faire beaucoup de ménage. Et puis Batman qui se sacrifie pour tuer Darkseid. Voilà. Et là, c'est l'apothéose. Petit retour au calme. Vous avez Clark
qui comprend plus tard hein, que l'enfant c'est celui de Bruce que porte Lois, mais il ne va pas partir, il va rester, puisque ça lui donne une raison d'être à nouveau humain, donc il va éduquer cet enfant, ça c'est très marrant. Et puis vous avez le crime qui 20 ans plus tard reprend à Gotham City, et Lois qui va profiter d'une commémoration du Batman à Gotham pour mener son fils dans la Batcave et lui apprendre quel est son vrai père. Et puis là, dans la nuit, dans la lune qui éclaire Gotham, on voit surgir une ombre, celle du nouveau Batman. Rideau de fin. Bon, il y a plusieurs trucs. Déjà, moi je suis content parce que ça emprunte pas mal de choses au minerai d'origine, aux comics. Et bon, même si je suis pas encore trop vendu sur le fait que bon, Lois, qu'elle balance entre Batman et Superman, ça s'est fait dans les comics, mais il y avait souvent de la manipulation mentale qui était en jeu. Donc bon, en tout cas, je trouve ça marrant de voir l'enfant de la nuit des ténèbres éduqué par le soleil, donc Bruce Clark, mais ça serait peut-être mieux si jamais Batman n'était pas mort et qu'il y avait encore une influence pour que le petit soit tiraillé entre deux philosophies, complémentaires certes, mais un peu opposées quand même. Sinon ça reste une histoire de cul basique. En attendant, Gotham City qui reste 20 ans sans crime, ça on y croit quand même moyen. Et en attendant, ce que ça montre bien, ça c'est que, comme pour le Marvel Cinematic Universe, quand il y a une vision, qu'elle est planifiée à l'avance, peu importe qu'elle nous plaise ou pas, bon, mais en tout cas, il y a une cohérence. Là, ça justifie même quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est de prendre un vieux Bruce Wayne pour démarrer un univers partagé, voilà. Là, c'est expliqué. En attendant, je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Octo, Marvel et DC, c'est un petit peu comme des maires de secteur à l'approche des élections municipales. Ils adorent chouchouter leurs vieux. On l'avait vu avec le hardcover qui avait été conçu pour les 80 ans de Batman, qui s'est écoulé à près de 10 000 exemplaires alors qu'il coûtait quand même assez cher, 30 $ pièce. On l'avait vu aussi avec le Detective Comics numéro 1027 qui signait le 1000e anniversaire du magazine depuis la première apparition de Batman à l'intérieur, qui s'est écoulé à 190 000 exemplaires. Et là, c'est deux octogénaires chez Marvel et chez DC qui vont être mis sur le devant de la scène en 2021. La première, c'est Wonder Woman, celle qui a été créée par un psychiatre un petit peu fan de psycho et de BDSM, chacun ses défauts. Et elle va avoir droit à son 100 Page Special, donc un magazine d'anthologie qui va réunir tous les créateurs qui ont marqué le personnage, notamment Yannick Paquette entre autres. Et puis bon, il y aura carrément une campagne qui est lancée avec des fringues, des petits goodies, plein de trucs. Le DVD Blu-ray d'ailleurs de Wonder Woman 1984. Je vous laisse me dire si c'est un cadeau ou pas dans les commentaires. Et puis d'autres comics sur Nubia, la suite de Wonder Woman Earth One, mais également des événements IRL, sportifs ou encore culturels. L'autre octogénaire qui va être à l'honneur, c'est celui qu'on aurait pu glisser dans un pastis à une certaine époque de sa vie, qui est passé de soldat à cosplayer de Mr. Freeze, puis soldat à nouveau, Captain America, qui aura droit à une mini-série en 4 chapitres, The United States of Captain America. 4 générations de Captain America, John Walker, le super patriote, l'US Agent, Steve Rogers évidemment, Bucky Barnes et puis Sam Wilson. Donc tout va partir en un espèce de road trip pour trouver qui a volé le bouclier de Captain America. Peut-être que c'est Alexandre Astier pour l'étudier, pour l'utiliser, pour porter le chef dans sa série animée Astérix qu'il nous prépare. L'avenir nous le dira. WandaVision. WandaVision, c'est terminé, c'est une série que j'ai aimée, avec un mais, vous allez voir, mais aimé parce que c'est à la manière d'une mini-série comme le font les comics, de venir explorer avec un rythme différent des personnages qui méritent de l'être et puis qui ont besoin d'une gestion du deuil, un petit peu comme on a eu dans Avengers Endgame et puis dans Spider-Man Far From Home, radicalement différent, mieux. Mais il y a un mais. On nous a menti, et c'est quelque chose auquel le MCU s'est un petit peu trop habitué, je trouve. Souvenez-vous quand on nous disait que les séries Netflix seraient reliées au Marvel Cinematic Universe, et qu'on a compris que ça le serait juste par 2-3 name drops en mode l'incident de New York, ou alors des couvertures en arrière-plan dans un bureau du New York Bulletin. Bon, mais à la limite, ça on peut le comprendre. Bon, le temps de production d'une série, c'est pas le même que celui d'un film. Bon, d'accord. Mais là, quand TV Line interview Elizabeth Olsen et sort un point de comparaison énorme en disant « Le Mandalorien a abasourdi les spectateurs en faisant revenir Mark Hamill en Luke Skywalker, ce qui est resté un secret jusqu'à la diffusion de la fin de la saison 2. » Et effectivement, Internet a littéralement explosé. Eh bien, il continue en disant « Lorsqu'on demande si WandaVision nous réserve quelque chose de similaire, à savoir faire intervenir un acteur si gros qu'elle ne peut pas croire qu'il n'y ait pas encore eu de fuite à ce sujet, Olsen répond par un rapide oui, et elle déclare
il me tarde vraiment que les spectateurs voient ce qu'il va arriver ou qui va arriver. Alors putasserie journalistique, eh bien pas vraiment, hein, puisque quand on nous a promis un astrophysicien tellement génial, tellement surprenant, et que quand on a su qui c'était, ou plutôt quand on n'a pas su qui c'était, eh bien on a forcément trouvé ça Black Widow sur Vormir, un claqué au sol. Et puis Paul Bettany a aussi renchéri sur ce caméo de la mort qui tue, vous allez voir, et en fait c'est retombé comme une érection de centenaire. Hein. Bon, sauf que c'est pas grave. C'est pas grave si on n'a pas Doctor Strange qui débarque, c'est pas grave si la série n'introduit ni les 4 Fantastiques ni les mutants, on peut comprendre qu'ils réservent ça à plutôt un long métrage, hein, tu te souviens les ciné. Si on nous avait pas dit ça, ça restait quand même une très belle exploration du personnage de Wanda, hein, une exploration émouvante de la façon dont elle gère son deuil, un level up niveau salamèche drac au feu, et rien que pour ça c'était très bien, moi j'ai kiffé. Mais comme on avait cette promesse qui était reprise toutes les semaines par des sites spécialisés, par des commentateurs, eh ben on attendait quelque chose et on a fini par être déçus alors qu'on ne devait pas l'être. Hein. Donc je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce mauvais tour dans les commentaires. Retour! Je sais que parmi ceux et celles qui regardent ce JT Comics, il y a des lecteurs de longue date, hein, et cette news, je la leur dédie, hein, et puis aussi pour les plus jeunes qui pourraient peut-être découvrir des univers, hein, mais cette semaine, 2 retours assez improbables. Hein. Le premier, c'est le teasing par Joe Madureira du retour de Battle Chaser, hein, l'épisode 10, c'est une série qui était publiée chez Wildstorm, puis après chez Image Comics, qui sortait à la fréquence d'une éclipse solaire, hein, 6 mois entre chaque chapitre en moyenne, hein, 17 mois entre le chapitre 6 et 7, et puis 20 ans apparemment entre le 9 et le 10, sachant que le 9 c'était un putain de cliffhanger et que le 10 va reprendre directement là, hein, c'est assez affreux. Entre temps, Madureira est parti dans l'industrie du jeu vidéo, il avait d'ailleurs fait un jeu sur cet univers que l'on nomme Arcane Punk, un univers où la science et la magie cohabitent, hein, c'est un petit peu l'homéopathie aussi. Et le petit bémol, c'est que les aventures de cette bande de héros, hein, charismatiques, hein, et très années 90, comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, ne seront pas dessinés par Madureira, preuve qu'il a peut-être quand même lâché l'affaire vraiment sur sa série, puisqu'il faut vraiment lui extorquer au pied de biche. Ah bon, le second retour, c'est celle de The Ant, la série qui est publiée par les éditions Réflexion, Johan Boisseau, coucou, hein, qui raconte les histoires. Donc c'était créé par Mario Gulli à la base, ça a été racheté par Erik Larsen, les histoires d'une jeune fille qui écrit les aventures d'une héroïne, The Ant, un fourmi, dans un carnet, un journal, et bon, ben, elle a bien grandi depuis que Erik Larsen l'a reprise. Enfin bon, je ne vais pas vous spoiler tout, elle reviendra pour un 12e chapitre qui va clore une partie de tout ce qui avait été ouvert et puis qui va ouvrir de nouvelles perspectives. Je vous laisse me dire dans les commentaires quel comeback vous émoustille le plus. Lisez, hein, cette semaine j'ai eu le plaisir de lire Yojimbot par Sylvain Repos, que je félicite déjà hein, pour avoir mené à bien sa vision du germe dans son esprit, hein, jusque sur le papier de chez Dargo, hein, c'est toujours assez intéressant et excitant à voir. C'est l'histoire dans un Japon post-apocalyptique d'un enfant qui est en galère et qui va se retrouver secouru par des robots dans le code informatique. C'est un parc d'attractions, hein, se mélange au code d'honneur des samouraïs, donc il va y avoir toute une histoire qui va se dérouler à partir de là. Il y a des ressorts scénaristiques assez classiques, assez naïfs même, mais alors qu'est-ce que c'est beau, hein, et c'est pour ça que j'aime moi les projets bébés, hein, les projets passion qui sont faits par un seul créateur, et on sent vraiment tout le soin qui est apporté, toute la dévotion, hein, et bon ben là il y a des cases qui sont magnifiques, hein, la solidité des personnages, les chara-design aussi, j'adore ces effets de vitesse, comme vous pouvez le voir ici, hein, et puis bon ben il y a certaines cases, comme dans toutes les bonnes œuvres post-apocalyptiques, qui dégagent une espèce de sérénité inquiétante, hein, donc bravo Sylvain, et puis je serai évidemment au rendez-vous pour le tome 2, hein, et quel dommage qu'il n'y ait plus de dédicace, hein, de tournée, même si Marseille c'est toujours un petit peu une zone morte, hein, parce que j'aurais adoré discuter avec l'auteur, hein, de sa vision et tout ça, hein, parce qu'il n'y a pas que sur M6 que la France a un incroyable talent. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez, hein, dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie de l'avoir suivi, merci encore d'avoir fait exploser les scores du précédent JT, d'avoir mis des pouces bleus, d'avoir partagé, d'avoir tweeté, retweeté, de m'incorporer dans vos stories Instagram, hein, vous me donnez de la force et ça fait plaisir. N'hésitez pas à réagir, hein, dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, hein, ou bien sur les réseaux sociaux, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 287 JT. Prenez soin de vous, prenez soin de tous, hein, je vous donne rendez-vous demain à partir de 20 h pour une soirée en live où on va s'amuser, on va jouer, on va rigoler parce que ça nous fait du bien, ou bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon ben maintenant que Meghan et Harry ont dévoilé les galères royales, hein, chez Oprah Winfrey, je propose que Spider Jérusalem interviewe tout le reste de la famille royale et accessoirement qu'Alan Moore prenne le trône, auquel cas je démissionne de mes fonctions de commis sur le champ pour me consacrer à 100% à ma vie de bouffon du roi.